etc. Et puis à un moment donné, on parle de Wanyama. Là, Nilton dit que c'est le choix d'Henry. Puisque toi, tu réagis, tu dis, mais Binks alors, dans ce cas-là, c'est le choix de qui? Et puis Nilton dit, ah, c'est certainement Henry. Donc on voit finalement que c'est peut-être cette entente-là entre le directeur sportif et l'entraîneur, le meilleur coup cette année, non? Oui, oui. Au final, je pense que les deux, en fait, sont les choix de Renard. Ok, Après, intéressant. après, c'est certain que bon, très rapidement, tu mentionnes que Thierry Henry est le coach et ça joue dans les négociations, mais de ce que j'ai pu comprendre à travers les lignes, c'était plus Olivier Renard. Après, enfin quand ça va bien, on se tire la couverture, donc C'est ça. on sait pas trop. Mais c'est pas ça le point. Le point, genre comme je suis d'accord avec toi, genre comme une des phrases qui m'a finalement que j'ai retenu durant le bilan, c'est je suis très satisfait de Thierry Henry. Puis les bilans de saison, c'est rare hein, qu'on finisse avec ce type de phrase-là, même s'ils sont tous les deux au sein du volet technique, mais d'un point de vue hiérarchique, c'est quand même rare que je pense qu'il y a que Mauro Biello qui s'est obtenu cette phrase-là en fin 2016, tu sais, non, Fin 2015, c'est fin sûr. 2015, fin C'est sûr, 2015, fin pardon, 2015. fin 2015, oui, parce que fin 2016 il a été viré, Non, il a été viré en 2017. Ah non, c'est vrai, fin 2016, ouais, excuse-moi. mais donc c'est ça, donc voilà, ça fait un peu de bien, un peu de continuité quand même, un peu d'alignement aussi dans les discours, dans les façons de voir. On sent que c'est pas l'un contre l'autre. On a quand même essayé de le faire hein, en septembre. Je rappelle que sur le point de presse d'Olivier Renard, lorsqu'on a vraiment spiné sur je veux pas qu'on cherche d'excuses, etc. Et que on voyait un petit peu cette espèce de narrative du directeur sportif contre le coach. Mais tout ça a été, voilà, c'est comme finalement, on se rend compte qu'ils ils sont sur la même longueur d'onde, c'est très bien, c'est très bien. C'est important parce que le projet, on a quand même beaucoup parlé avec Nilton notamment, il est quand même complexe. Développer des jeunes, trouver des joueurs à potentiel de revente. Il faut aussi un coach qui est capable de concilier avec ça et aussi que les évaluations et les attentes envers les résultats de ce coach-là soient conformes avec ce qu'on fait rentrer dans la machine. Donc, c'est important qu'il soit sur la même longueur d'onde. Donc, ça, c'est intéressant qu'il y ait un binôme. Ça rend l'institution forte. Ça permet à Kevin Gilmore de gérer comme le côté administratif et laisser le sportif très de laisser le sportif aux mains de personnes qui sont voilà, compétentes et en staff. En staff, une autre chose que j'ai aimé du côté de Thierry Henry, c'est quand il a nommé tout l'ensemble de son staff. Quand il apparaît, genre, comme il parle de Jules, tu sais que Jules est préparateur physique, hein, Reg, hein. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, quand il parlait de Jules, quand il a parlé genre, comme de Wilfried, d'Ampadu, de tout le monde, c'est le fun de voir voilà, qu'il y a une bonne alchimie entre l'ensemble des personnes, des acteurs du sportif. Et puis la bonne chose avec eux, que ce soit Henri ou Renard, c'est qu'ils sont là pour construire quelque chose. Hein. Ils sont là pour... on leur donne carte blanche quasiment pour, OK, mettez-nous les fondations qu'on a besoin pour enfin être une équipe compétitive dans le circuit, dans le Garber de façon systématique. Et c'est ça qui est important. Tu sais, ils ne sont pas là pour une mission commando de 1 an ou 2 ans. Peut-être qu'ils vont être juste là pour 2 ans ou 3 ans, au court terme, mais j'espère qu'ils vont les laisser mettre en place les processus pour la fondation solide sportive d'un club qui a besoin d'une vraie identité sportive sur le terrain et en dehors du terrain. Ça, c'est important. Puis j'espère que on va leur donner le temps de le faire. Tu vois, moi, ce que j'aime, je pense que c'est la première fois depuis 2012 que ce club-là, l'organisation n'est pas là avec des objectifs à court terme. Jusqu'à maintenant, on est allé chercher des joueurs pour essayer de gagner cette saison, la saison prochaine. Et qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans, dans 5 ans? Ce n'était pas dans leur priorité. Et les acquisitions d'Olivier Renard, essentiellement, doivent éventuellement servir à des acquisitions futures. Les joueurs qui vont chercher aujourd'hui doivent servir éventuellement à aller chercher d'autres joueurs une fois qu'ils partent. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans la conférence de presse, et c'est un truc qu'on en avait parlé, là, Sofiane, ensemble, je pense qu'il y a 3 ans, dans la première année du Couscous Péripéri, c'était que l'Impact de Montréal, sans directeur technique à l'époque, se retrouvait dans une situation où ils étaient toujours en mode urgence. Il n'y avait aucun plan. Il faut
qu'un club normal soit prêt à perdre n'importe quel joueur de son club sans que ça cause un problème. S'il arrive une offre que tu ne peux pas refuser, fine. Il l'a dit, Olivier Renard, parce que quelqu'un lui a demandé qui on doit aller chercher. Il dit, moi, je suis prêt à entendre n'importe quel poste. Là. Tous les postes sont intéressants. S'il y a un profil intéressant, fine. En même temps, si quelqu'un m'appelle et qu'il veut tel joueur et le prix est bon, go, on le vend. Ouais, mais en même temps, c'est facile de dire ça quand ton effectif il est rempli de mecs d'académie ou de mecs qui ont comme Reg, on 22 n'était ans, pas tu vois. prêt à faire ça. C'est Ouais. la première année qu'on le fait. Et veut pas, même, on ne sait pas si c'était le cas, mais si l'offre est arrivée pour Saphir Taider et qu'ils pensaient garder Saphir Taider, ils n'ont pas hésité. On se retrouve en fin de saison, il y a l'objectif série. Cette offre-là qu'on a aujourd'hui, peut-être qu'on ne peut pas l'avoir dans 6 mois, mais on fait la transaction tout de suite. Et parce que ce club-là ne peut pas se permettre d'être de snobber des entrées d'argent, il faut qu'il soit en mode d'autosuffisance. Ouais. Et les acquisitions, il y en a des très risquées. On ne va pas devenir riche avec un Kamal Mirror et même pas avec un Bassong parce que c'est quand même un pari. Il faut qu'il lutte en premier pour une place de titulaire, mais un gars comme Mihalovic, pendant que toute l'Amérique du Nord nous trouvait ridicule de payer 800 000 d'argent en location, 800 000, c'est juste de la manipulation budgétaire comptable, c'est pas de l'argent. Se retrouver avec un joueur comme ça, avec un potentiel de revente, c'est exactement ce que l'Impact de Montréal doit avoir comme stratégie, pendant que les gros clubs des gros marchés sont capables d'aller chercher des 5, des 10, des 15 millions pour aller chercher des joueurs, l'Impact de Montréal doit y aller avec son propre portefeuille. Et ce que l'Impact fait présentement, c'est une des façons d'être rentable. Il n'y a pas juste le fait d'avoir des billets à l'entrée, pas juste avec des contrats de télé. Un club de foot peut devenir rentable avec les actifs, c'est-à-dire ses joueurs. Et cet objectif a été établi par Joe Saputo avec l'arrivée de Gilmour et Renard. Gilmour ensuite Renard. Il faut commencer à avoir du revenu, du capital qui s'appelle joueur. Ça, c'était une obligation. Il le fait à Bologne. Bologne était souvent un club vendeur. Avec quelques années, ils étaient un peu plus compétitifs. Là, c'était un peu le je suis pas sûr que je mettrais Gilmour dans cette conversation-là, de ce concept-là. C'est pas un concept qu'il pouvait maîtriser. Moi, je pense que c'est plus des conversations avec Bologne, avec peut-être un Sabatini, avec Divaio. Il y a une fois que Joey Saputo a décidé que c'était ce plan-là, tu vas aller chercher, là, tu vas dire, OK, moi, j'ai besoin d'un gars pour le marketing, j'ai besoin d'un expert en commercialisation, je vais aller chercher Kevin Gilmour. Mais ça me fait penser à un autre mot qui a été intéressant, en tout cas qui m'est venu à l'idée, c'est la lucidité. Les constats qui sont faits sont extrêmement lucides et dans le cas présent, de dire que tous les joueurs sont à vendre, dans un club comme l'Impact de Montréal, là où il est dans son développement, ça fait du sens. Dans tous les top 10 européens, tu dis que tous les joueurs sont à vendre, tu crées un scandale dans la 2 minutes qui suit parce que tous les joueurs ne peuvent. Tu peux pas dire que tous les joueurs sont à vendre. C'est pas possible. Une équipe fonctionne pas. Si parce qu'il y a des statuts, il y a des joueurs qui sont finalement, qui ne sont pas à vendre parce que comme ton projet ne fonctionne pas sans eux, etc. Mais aujourd'hui, par rapport à l'effectif actuel, c'est aussi une belle façon de détourner le fond de la question. Mais c'est aussi juste de se dire que on est prêt à écouter toutes les offres. Il n'y a pas de joueurs qui sont indispensables et que si elle a l'offre qui correspond à sa valeur, c'est sûr qu'on va l'entendre. Et surtout, c'est une façon de communiquer intelligente dans le sens, lui, il est couvert. Les gars, je vous avais dit il y a 6 mois, tout le monde est à vendre. S'ils vendent 4 joueurs, je vous l'avais dit, s'ils vendent personne, ouais, tout le monde est à vendre, mais je ne veux pas vendre tout le monde. Donc, juste en disant ça, j'ai déjà répondu à toutes les questions pour 2021. Genre, vous ne pouvez pas me piéger avec ma propre vision dans le sens, tout le monde est à vendre. Ce ne sera pas un piège, mais il y aura quand même une discussion sur la valeur à laquelle tu as revendu. Donc, c'est certain que dans tous les cas de figure, et ce sera normal de le faire, il faut apprendre à bien vendre. Oui, mais ça, c'est un autre point. Genre, la question qui vend bien ou qui vend mal, dans tous les cas, qui disent sa phrase cliché ou pas, la question sera là. Mais la question précédente pour dire tout le monde est à vendre, c'est une façon de dire il se couvre dans le sens genre moi c'est ça ma vision et c'est ça que je vais faire. Maintenant que je le fasse ou je fasse exactement ce que je dis ou je le fasse pas. Et on s'entend que comme il y aurait un joueur dans l'effectif actuel, comme l'Impact de Montréal, qui serait invendable pour toi. Non, c'est pas ça mon point. Mon point, c'est pas qu'il. Excuse-moi, Jean, comme je suis pas dans ton point, je suis dans une question que je te pose là à toi directement, Sofiane. Est-ce qu'il y a un joueur de l'Impact de Montréal pour toi qui est pas vendable?
qui est pas vendable. Non, il y a personne Ok, qui est parce que genre comme parce que invendable. quand c'est ça, donc c'est important de comprendre quand je parlais tantôt du top 10 un peu européen, il y a des joueurs qui sont clairement invendables, genre comme tu pourras très difficilement Oui, justifier la oui. vente de ces joueurs-là. Donc il y a aussi c'est une phrase qui correspond à un contexte qui est celui de l'Impact de Montréal et du talent actuel. Comme là, c'est intéressant, Reg a mentionné Kyoto, on aurait pu aller genre comme avec des Samuel Piette par exemple. Tu sais, il y a peut-être des joueurs sur lesquels genre, comme les questions sont plus complexes, mais ça correspond vraiment à la situation au contexte d'Impact de Montréal où tu peux facilement dire tout le monde est à vendre et ça fait bugger personne. Il y a dizaines, peut-être même une vingtaine de clubs, tu dis la même phrase. Non, tout le monde n'est pas à vendre. C'est pas possible de dire ça. En disant ça, tu envoies un mauvais message sur la vision que tu as de ton projet. Et puis, si Nick DeSantis dit ça pour l'édition 2015-2016, ça aurait été aussi bordélique parce que c'est des joueurs à statut différents. Il y avait de l'expérience, il y avait du Donadel, il y avait du Rio Cocker, il y avait du Simon qui vient d'arriver. Oui, le contexte est tout le temps propice à une bonne ou mauvaise communication pour la même phrase. Ça, c'est très bien décidé. Mais je pense que si on est beaucoup plus, je dirais pas qu'on est plus tolérant, c'est pas le bon terme que j'explique, mais je pense qu'on est beaucoup plus réceptif aux explications que veulent nous donner justement le binôme Renard-Henry. On est moins à fleur de peau que. Elles sont plus claires aussi. Il faut leur donner ça, c'est que les mecs sont quand même carrés et c'est clair, alors que avec les autres, je sais pas leur nom là, genre c'était quand même, très bordélique. Non, mais genre comme j'avais un exemple, comme je l'ai dit, je vais le répéter pour ceux qui écoutent aussi loin de s'en foutre. Tu sais, comme Joey Saputo s'était interrogé sur est-ce qu'il vaut mieux plusieurs joueurs à 2 millions que 1 à 6 millions en parlant de Nacho Piatti. Le tollé que ça avait. Ouais, mais attends, c'était arrivé après un match là, où il y avait une défaite. Le timing. Avec Jérémy, dans un après-match, avec Jérémy Filosa. Il était avec Jérémy Filosa, après-match à la radio. C'est ça. On n'avait même pas eu le temps de se rendre dans la maison. C'est comme wow. Déjà, t'es fâché, là, tu manques le métro, t'arrives chez vous, il peut vendre Piatti. Et j'avais pris comme en parallèle, lorsque je pense à ta question, je pense Sofiane, lorsqu'il a un peu allé plus loin sur le mercato, qui parlait, voilà, on va pas forcément aller avec un joueur désigné, mais 3 joueurs TAM. Puis tout le monde est comme, très bien, cool, super. Tu vois, mais donc voilà, donc je suis d'accord avec Red. Je pense que le fait que le plan soit cohérent et que finalement il y a pas de grande différence entre ce qui a été dit au jour 1 et ce qu'on voit maintenant 300 jours plus tard, ça permet qu'on est réceptif et qu'on a envie de leur donner le temps pour mettre en place ce qu'ils ont envie de mettre en place, tandis que c'est vrai que la perception d'absence de plan, et j'insiste sur la perception parce qu'il devait sûrement avoir des plans, quinquennal d'ailleurs, faisait en sorte que on était beaucoup plus, selon moi en tout cas, beaucoup plus sensible aux communications des anciennes administrations. Mais tu vois, quand tu parles de sensibilité, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à Montréal, vendre des joueurs, ça nous ramène des souvenirs un peu douloureux. Dans la tête, un club qui vend ses joueurs, c'est un petit club qui perd ses joueurs et qui ne reçoit pas quelque chose en échange. Mais il est là le problème, je trouve. C'est ça le truc, c'est que dans... Laisse-le finir. Non, mais c'est bon. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il existe dans la mémoire collective sportive des exemples de clubs où ils vendaient ses joueurs pour absolument rien. Et ça devient un problème parce que certains partisans, des nouveaux partisans de foot, quand ils entendent vendre, ils disent « Oh, c'est ça va devenir un club formateur, on va devenir la filiale de quelqu'un d'autre. » Et c'est pas intéressant de suivre un club qui va perdre ses vedettes saison après saison. Dans sa tête-là, et même dans les médias qui commencent à s'intéresser au foot, quand on entend vendre ses joueurs, c'est négatif dans la tête. Et là, le message passe un peu mieux aussi, selon moi, parce que dans le club, il n'y a pas de joueurs intéressants DP. Tu sais, quand on dit ça après quelques saisons sans DP intéressant, tandis que si tu dis ça pendant que tu as Didier Drogba sur le terrain, puis tu dis peut-être ça serait mieux de ne pas avoir de Drogba et d'avoir 3 TAM, ça passe un peu mieux. Donc, tu sais, le timing est bon. Le timing était parfait pour le dire. Mais tu vois, moi dans ce sens-là, c'est que je me dis, c'est surtout dans le foot moderne, c'est la force d'une équipe, c'est sa capacité à se renouveler, parce que les fenêtres des équipes, c'est environ 5 ans. Un coach va jamais rester plus de 5 ans. Il y en a quelques-uns, là, t'as Peter Vermees qui est là depuis hyper longtemps, t'as d'autres gars en MLS qui sont là quand même depuis longtemps, mais la capacité à un club de se renouveler, quand tu perds un gros joueur puis que t'arrives à comme
prendre d'autres joueurs pour les remplacer. Je pense que c'est ça la force. Puis Sofiane, il va me corriger si je me trompe, mais moi, le meilleur exemple, pour moi, c'est la Juve, le moment où ils ont vendu Zidane. Quand ils ont vendu Zidane, ils t'ont acheté Buffon, Thuram et Nedved. Donc, quand tu arrives à t'acheter des bons joueurs et des joueurs qui vont te fondre dans ton effectif et te donner des bonnes années pendant longtemps, tes supporters, ils peuvent pas. C'est ça le truc, c'est comment tu te renouvelles. Si c'est juste pour vendre Piatti, moi, je faisais partie de ceux qui disaient que Piatti, fallait le vendre. Parce que pour moi, Piatti était seul dans une équipe. Il était une fleur qui était en train de pousser dans un champ de genre de pâquerette. Mais à l'époque, au vendre Piatti, j'avais pas confiance avec le staff en place. C'est ça le problème. D'acheter. Parce que moi, à l'époque, je disais, là, présentement, on a quelqu'un, on sait qui peut transformer cette équipe-là en quelque chose d'intéressant. Si on le vend, oh my God, Santa Madonna, qui vont aller chercher? C'est vrai. Dit comme ça, c'est pas faux. Mais là, maintenant, de toute façon, je pense pas, corrigez-moi si je me trompe, qu'on ait un joueur dans l'effectif, comme Sid a posé la question, quel joueur est intouchable? Je pense qu'il n'y en a pas vraiment, mais c'est vrai que là, maintenant, si tu vends, à mon sens, un joueur comme Kyoto, si tu n'arrives pas à le remplacer de manière adéquate, c'est quel message que tu envoies aux supporters? Alors que si tu arrives à le remplacer par un ou deux joueurs de qualité à des postes ciblés que tu as besoin, là, c'est sûr que ton effectif, que ton public, que tes fans, ils vont suivre, vont se dire, ah, ok, ils s'en vont quelque part. Ils ont un projet quand même structuré, clair, net et précis. Et ce qui est bien avec Roland et Henry, c'est qu'on a quand même une certaine latitude. On est un peu fatigué aussi de ce club-là avec leur performance sportive, mais ils ont quand même une certaine latitude dans le fait que je l'avais dit avant, ils sont là pour nettoyer. C'est une année zéro, là. Genre, cette année, en plus, la pandémie ajoute une autre couche de renouvellement, là. C'est genre, OK. Malgré ce sort d'année transition vers l'année 1, là, pour dire, OK, là, on nettoie un peu, il y a quand même eu des bonnes choses, quand même, quoi. Les recrutements des jeunes, ils ont pu avoir de l'argent pour Tyler, etc. Donc, il y a quand même eu un sorte de délestage. C'est pour ça que pour moi, c'est l'année 1, sauf. Je pense qu'il faut le voir comme. Parce que, justement, la pandémie, ça fout le bordel à tout, là. Que même Columbus qui gagne, le calendrier était fou. On joue juste avec les équipes canadiennes au début, les frontières, les Covid, les quarantaines. Je vois ce que dire. Je suis d'accord, c'est une année 1. Oui, mais par rapport, c'était pour eux. Ils ont tellement eu de travail à faire, en plus de la pandémie, pour juste dire, OK, les gars, on va essayer de jouer, gagner des matchs, mais ils ont vu rapidement, OK, je pense pas que ça va marcher. On va commencer doucement et sûrement à sonder ce qui peut partir. Parce que les rumeurs de Camacho qui allaient partir, c'est qu'elles sont pas venues nulle part, là. C'est Snyder aussi, Snyder, il est venu nulle part, là, mais Camacho et d'autres joueurs, c'était pas des rumeurs qui sont sortis parce que le club allait bien, quoi. C'est que le club aussi voulait aussi se libérer un peu. Et je trouve que c'est bien, cette année 0-1, si vous voulez. C'est bien, ils ont eu cette latitude, genre, OK, c'est une année de transition, c'est une année pour arriver à une bonne base, tu vois. Et malgré ça, Henry a continué à avoir une idée de jeu claire. Moi, je joue comme ça. Et c'est bien qu'elle a continué de faire ça au niveau que Renard lui a donné la confiance. Ça a été clair, c'est ça qui est bien. Puis il l'a appliqué, on le voyait. On le voyait dans son discours, on le voyait dans le jeu. Non, mais c'est parce que, genre, comme. C'est rien, c'est pas très important, mais je trouve que ça rend justice à leur travail de penser que c'est une année 1. Transition, c'est vraiment été un mot qu'on a un peu lancé comme ça il y a quelques années pour on perd, on comprend rien, on va appeler ça une transition. Alors que là, on a mis quelque chose en place et que on va vraiment l'année prochaine s'appuyer sur ça. Et peut-être que oui, le nettoyage à la première étape, justement, d'avoir des contrats, des budgets un peu plus maîtrisés, avoir des profils de joueurs qui ressemblent à ce qu'on souhaite, mais ça fait partie d'un processus. Donc je l'exclus pas du processus, mais je sais pas, c'est pas très important, mais moi je te rejoins de point, je l'exclus pas, et c'est pas ça que tu dis là, tu ne dis pas que je dis ça, mais c'est pour dire, c'est que je dis pas ça pour leur laisser plus de latitude qu'ils ont. Non, parce que justement, moi je trouve que ça leur donne du mérite. Ça leur donne du mérite en fait, comme de je suis d'accord. Cette année-là, dès qu'on est arrivé, qu'est-ce qu'on a entendu là dans les coulisses, les salaires de Tyder et tous ces gens-là, là, ça marche plus là. On parle de mars, là. Dès le mois de mars, février, les premières choses qui sortaient dans nos sources, et vous le savez tous, les salaires comme Tyder et compagnie, et c'est pourquoi on était choqués par Wanyama. Oui, mais c'est d'accord avec toi. Mais il y a Normand qui nous dit quelque chose vraiment intéressant. Il disait, mais dans une ancienne administration, Boyan aurait été joueur désigné. Oui. Tu sais, je trouve que c'est là qu'on voit, genre, comme même la manière dont est géré le dossier. On se cache pas.
on se cache pas. On dit clairement qu'il y avait une offre qui a été envoyée à Bojan. C'est un autre point de la conférence de presse, que c'est dans sa cour et qu'au final, on comprend bien dans son comportement que lui n'est pas intéressé à revenir, et même encore une fois, de façon très transparente et assez frontale, Olivier Renard te dit les choses telles qu'elles sont. Et c'est là que je vois quelque chose. Même qu'avec l'administration actuelle, je ne sais pas si Bojan aurait signé avec l'Impact de Montréal. En plus. Intéressant. C'est vrai que c'est pas une signature. Oui, effectivement, ça qui vient juste l'été, juste avant l'embauche de Renard qui est donc à l'automne. Oui, parce que ça se fait au moment avec Rémi Garde et avec Kevin Gilmour, parce que la non-réponse de Bojan fait en sorte que ça sous-entend qu'il y a quand même une grosse distance entre ce qu'il pense qu'il va recevoir comme salaire et ce qui est proposé éventuellement. Il n'y a même pas de négociation. Oui, on peut parler de la pandémie, de la situation, mais on voit que Renard était agacé par cette situation-là. Le fait qu'il n'y a même pas de réponse du coup du clan Bojan, il ne comprend pas trop. Il comprend que c'est une game professionnelle. Il y a eu un match aussi, comme quelque chose qui est complètement, qui fait en sorte, je pense, qui ajoute à l'agacement. Ouais. Le match de CONCACAF, effectivement, bon, c'est pas quelque chose que tu prévois, mais il est un petit peu bizarre dans leur calendrier. Mais son absence, et il a encore plus ajouté une couche lorsqu'il a souligné. Oui et non, parce que oui, non, là je te parle de ce que Olivier Renard a dit. Ouais, mais entre ce que Olivier Renard a dit et par rapport au fait que même avant le dernier match, le match de playoff, je te parle, le match contre New England, on s'entend quand même que il n'avait jamais reçu d'offre, toujours pas reçu d'offre, et on était quand même à la veille de ce match-là. Le lendemain de ce match-là, il avait toujours pas reçu d'offre. Donc rendu à ce moment-là, il n'a pas reçu d'offre attends, 2 secondes. Il n'a pas reçu d'offre au niveau de poursuivre. Tu comprends? Mais il a un contrat de 2020. Non, mais donc c'est-à-dire que moi j'ai pas trop compris un peu l'exemple seulement d'Olivier Renard, dans le sens que ça n'a jamais pu être une hésitation de sa présence en série. Contractuellement, il est limite obligé d'être là. C'est pas parce que tu n'as pas une offre pour l'an prochain. Mais on en avait parlé, ça dépendait, parce que c'est pour ça que ça créait beaucoup de problèmes. Puis on en avait parlé avec Julien par rapport à Thiago Silva, par exemple, que son contrat était jusqu'au 30 juin, puis qu'avec le Final 8 qui était au Portugal, avec le PSG, il a décidé de continuer. Alors qu'un mec comme Thomas Meunier, lui, a dit je ne vais pas continuer. Oui, mais à la différence, c'est qu'il est sous contrat. Genre, comme mais son contrat, il finissait quand à Bojan? Son contrat, il finissait le 30 décembre. Okay. Mais bon, ça c'est comme ça, on est dans les technicalités. Mais cette date-là, elle s'annule, sachant que le syndicat de joueurs, il fallait avoir la permission avec la CONCACAF et la MLS syndicat pour dire il faut que tu joues. Mais moi, j'ai pas trop aimé la pointe vers Bojan par rapport à ça, là, parce qu'il faisait des éloges de Jackson Hamel, un gars du club local qui a dit bravo, t'es resté avec nous. Je suis d'accord avec toi. Et puis, mais ensuite, il rentre sur Bojan comme ça, sans provocation, à moins que Bojan l'a fait un WhatsApp juste avant là, pour l'emmerder. Mais moi, j'ai pas compris qui l'a provoqué pour dire ça. Je trouve que ça manquait un peu de classe, là. Pas de classe, mais un peu de tact. Il est classe, mais il manquait un peu de tact pour dire je suis très déçu qu'il n'ait pas resté. Regarde, c'est un choix, c'est un adulte. Là, c'est une pandémie. Peut-être il n'a pas envie, peut-être il y a des. Peut-être qu'il est juste allé de faire poster aussi. Là, je veux dire, techniquement, peut-être qu'il n'y a pas eu de nouvelles. Bojan est parti puis il n'a jamais entendu parler. Là. Oui, c'est ça, mais malgré ça, il a dit il est parti, mais il aurait pu rester pour aider. Il disait certains auraient pu rester pour faire l'accompagnement. Tu sais, Bojan, il ne va pas rester avec le Covid-19 pour faire un porteur d'eau. Hein. C'est pas un mais bon, après, en attendant, Bojan, je veux dire, ça reste un joueur qui a encore une cote en Europe. Oui, il peut se prouver. Il va aller jouer un match dans des conditions, on les connaît tous. Après, comment ça s'est passé avec le club? Il se blesse bêtement, puis boum. Exactement, sa carrière est terminée. Je pense que ce que le club lui a fait comme offre était pas intéressante au point où il se dit, je vais risquer de me blesser. Puis non, il s'est juste dit, à mon sens, je pense. Après, je suis pas dans sa tête, mais que finalement, non, ça vaut peut-être pas la peine. Et je pense, encore une fois, comme j'avais dit, oui, Sid a dit 30 décembre. En France, en Europe, c'était le 30 juin, des technicalités, mais. Parce que, comme c'est vrai, comme il y a la MLS dans sa communication, en laissant la porte ouverte à ceux qui n'ont pas d'offre de renouvellement par rapport à l'an prochain, n'avait pas l'obligation d'aller jouer Et est-ce qu'on peut lui en vouloir?
On peut pas lui en vouloir. Mais Il justement, a à peine 30 ans. Genre, le mec, il a encore une cote en Europe. Il peut avoir encore un dernier contrat. C'est pourquoi j'ai pas aimé ce que Renard a dit, parce que je trouvais qu'il manquait un peu de tact par rapport à ça. Non, je comprends. Non, mais juste pour préciser, Reg, comme mon point était plus sur le dernier match des séries, qui a été amené par Olivier Renard, où il disait qu'il ne voit pas la différence entre la situation. Ah, ok, pardon. Le dernier match des séries. Et ce que je veux dire, c'est que tu es sous contrat en 2020, là. Donc, comme le match des séries, là, c'est sûr qu'il va le jouer. Que tu as reçu une offre ou pas, tu vas le jouer. Et si on prend le cas des Silva, des Meunier ou autres, même si le championnat s'est arrêté plus tôt, ces joueurs-là auraient joué tous les matchs jusqu'à la fin du championnat, certaines comme sans aucun problème. Maintenant, à partir du moment où moi, il a joué ce match. Donc voilà, mais j'ai pas compris pourquoi ce sont deux situations qui sont un petit peu différentes entre le dernier match des séries et le match de CONCACAF, sachant aussi, moi, ce qui m'a peut-être encore plus dérangé, c'est que c'était pas le seul. Je veux dire, Rod Fanny, on ne sait pas où il est. Ouais, mais c'est le seul qui y espérait revenir. Il y avait une offre. C'est un bon joueur. Oui, mais c'est le seul avec une possibilité. Parce que c'est un bon joueur, clairement. Oui, mais c'est comme de mettre à ce moment-ci, genre comme de mettre vraiment le focus sur lui, alors qu'il y a quand même d'autres joueurs qui ont aussi, qui sont dans une situation qui auraient pu aider. Et je pense que même, il a quand même ouvert la porte parce que dans le terme accompagner. Il y a des joueurs qui étaient blessés. Est-ce qu'ils étaient suffisamment blessés pour ne pas participer, ne pas venir accompagner? Parce que c'est un terme important. Il n'a pas dit jouer, accompagner. Et donc, la porte est ouverte à tous ceux qui étaient dans ce cas de figure et qui ont décidé, voilà. Mais même ça, je trouve ça marrant. Accompagner. Ils vont faire quoi? Porter l'eau? C'est ça, je trouve. Non, mais gars, c'est un manque de sérieux, là. Non, mais sérieusement, là. Thierry Henry, après la conférence de presse, quand il a fait ses remerciements, tout ça, il a dit un truc qui était pas banal. C'est des fois, vous savez pas tout et on peut pas tout dire. Mais il y a probablement du sous-entendu. Si Olivier Renard était agacé par la situation, c'est qu'il y a probablement une situation qui l'a agacé. Pas juste le fait qu'il y a un truc. Là. Il y a peut-être un changement de comportement, il y a peut-être une promesse non tenue ou il doit y avoir un truc pour qu'Olivier Renard... Il a été soft là, dans son agacement. Là. Il n'a pas attaqué Boyan. Il a juste dit qu'il a été déçu un peu. Puis il a utilisé l'exemple de Jackson Hamel pour dire regarde, lui, il n'avait absolument rien à gagner. Il a tout donné pour le club. Je trouve ça un peu plate. Il était soft dans la livraison, mais il n'était pas soft dans l'intention. Moi, j'ai trouvé dur. Sa livraison était soft parce qu'il parle calmement. Non, moi, j'ai trouvé dur, Nils. Un accent belge marrant, là, mais il est très, très dur. Et en plus, ça contrastait avec les communications médias sociaux de Boyan qui vivait sa meilleure vie au tennis, consultant. Oui, puis il avait souhaité bonne chance au club. Oui, c'est ça. Donc, quand tout le monde était comme, really? Après moi, il y a un message qui ne s'est pas rendu, c'est perdu. Voilà, mais bon, le compte burner le compte burner de Olivier Renard sur Twitter n'a pas aimé ça. Là. Il a fait une retweet. Non, mais c'est ça, je trouve ça intéressant. Puis voilà, c'est bien pour Jackson Hamel qui s'est prouvé, qui a été un élément important dans ce match contre Olivier. On fera les joueurs. Les joueurs après, mais voilà, par rapport au bilan de Renard, cette partie-là, ça m'a un peu agacé parce que c'est un peu mis une petite tâche sur sa note presque parfaite là, dans son propre bilan à lui. Là. Entends-toi plus, Julien. On mute. Julien, reprends la main. Je reprends la main, tu veux reprendre la main, mais bon, au final... Je reprends la main. Juste avant de passer au sujet 2, j'aimerais juste rappeler à ceux qui nous